se remodélise. On voit très bien que pour l'image d'en haut à droite, le néo-vaisseau est d'assez grande taille avec des arborescences et des néo-vaisseaux en extension, et qu'en bas à droite, le néo-vaisseau s'infarcit, se réduit et reste de toute petite taille. C'est aussi des cas où le module follow-up permet de diagnostiquer une petite différence avec une boucle naissante sur un néo-vaisseau qui était inactif pendant des mois et qui s'est réactivé sur une extension grâce à cette comparaison du module follow-up. Les surfaces, on en a déjà parlé, mais ça peut se coloriser et mesurer en millimètres carrés l'évolution dans le temps grâce à cet outil. On peut aussi le transformer en morphing et montrer comment un vaisseau se transforme dans le temps et se réduit pour devenir de moins en moins actif. On peut aussi le modéliser en 3D dynamique et montrer à gauche un vaisseau qui est une sorte de nos vaisseaux extensifs en fleurs qui bourgeonne et s'étend parfois et se réduit avec une taille de nos vaisseaux qui nous intéresse puisque c'est la surface lésionnelle néovasculaire qui est l'indicateur d'une éventuelle extension ou d'une involution de cette néovascularisation de la DMLA qui est le cœur de notre métier. De façon plus large, les images de rétine médicale autour de la DMLA s'orientent vers des aspects qui sont relativement différents, de néo-vaisseaux qui sont assez denses, avec des arborescences, des connexions comme à gauche, versus l'aspect en arbre mort à droite, où c'est un néo-vaisseau plutôt fibreux, assez ancien. Mais on s'est rendu compte que l'analyse de ces néo-vaisseaux dans un champ assez réduit de 15 degrés était parfois pas suffisante. Et grâce à cet outil qui évolue, on a été plus loin puisqu'on va vers un champ qui est de plus en plus large, de 30 degrés, et qui va être encore de plus en plus large dans une occlusion veineuse qui s'oriente plutôt vers le 45 et le 50 degrés. C'est de l'OCT-angiographie. Et on voit très bien qu'on reconstitue une angiographie quasi identique à celle qu'on fait avec l'injection du colorant. Les cas les plus spectaculaires, c'est ceux qu'on reconstruit sur un quasi-montage des 100 degrés du postérieur et de la moyenne périphérie chez un patient certes sain, mais qui montre qu'on va vers une angiographie OCT grand champ assez simple, court-circuitant l'injection du colorant chez certains patients grâce à cet outil multimodal. L'Ultra Wide Field, qui est la marque déposée de cette Heidelberg Achera Spectralis, permet aussi des angiographies grand champ et montre dans des cas assez spectaculaires comment une seule image de gauche pré-traitement d'une rétinopathie proliférante peut se transformer en une seule image de droite avec une PPR bien réalisée et dense sur les 102 degrés de la périphérie, la moyenne périphérie, et plus anecdotiquement un cas où cet outil d'OCT angiographique couplé au rétino à l'OCT BSCAN nous montre dans des cas de vaisseaux nourriciers comment avant et après traitement, on peut voir instantanément dans l'heure qui suit un néovaisseau disparaître par 2 impacts de laser réalisés sur les 2 troncs nourriciers. Et je termine pour vous dire que l'OCT Spectralis, c'est aussi des coupes BSCAN pour des DSR, des œdèmes maculaires cystoïdes, des Irving-Gass, etc., etc. Vincent va faire la partie chirurgicale. On a abordé souvent la pôle postérieure avec 3 mm x 3 mm, x 4 x 4, 6 x 6, et on s'étend de plus en plus. On s'étend de plus en plus. On s'étend de plus en plus et on va construire maintenant l'OCT de l'œil qui, couplé à l'OCT antérieur, on arrive à faire un œil complet. Et ces yeux complets nous montrent des cas nouveaux. Le cas d'atrophie que j'avais présenté l'année dernière sur un OCT complet d'un patient stable, et un nouveau cas à droite qui est d'un patient porteur d'un hémangiome choroïdien avec au pôle postérieur, on voit très bien la poche des commencés rétiniens, la masse choroïdienne en bas à droite, qui est le soulèvement de la choroïde liée à l'hémangiome, et également la partie antérieure. Alors on ne voit pas très bien, mais il y a une déchirure à clapet qui a été découverte à la base du vitré en antérieur. Pour terminer, la conclusion de cette partie médicale, c'est qu'en rétine médicale, c'est un outil incontournable. L'aspect qualitatif et quantitatif est très important dans les structures vasculaires et néovasculaires, que ce soit dans la DMLA ou la non-DMLA. Ça modifie et corrige certaines diagnostics et ça dirige des cas de prise en charge thérapeutique de rétine médicale. Et je laisse la parole à Vincent pour l'aspect chirurgical. Merci David. On est assez stupéfait de voir l'évolution de la plateforme Spectralis qui nous permet maintenant d'avoir des images de plus en plus larges. En ce qui concerne les pathologies chirurgicales, on se concentrera plus sur le primum movens de la pathologie chirurgicale, c'est l'aire maculaire. Donc on n'a pas besoin d'avoir des coupes très larges. Il est encore difficile d'explorer la base du vitré et l'espace antééquatorial dans l'abord
des diagnostics de décollement de rétine, mais probablement des coupes très périphériques devront voir le jour prochainement. Pour vous rappeler qu'avec cette résolution axiale de moins de 4 microns, les différentes couches rétiniennes, les 10 couches rétiniennes sont parfaitement bien visibles. De même, les couches postérieures et l'analyse choroïdienne qui, on le verra, peut être améliorée par un mode Deep Imaging en EDI, permettant non seulement de voir plus précisément les couches choroïdiennes, mais de voir aussi les pathologies de l'interface vitréomaculaire. Voici par exemple un même patient, en haut un spectraliste société dans sa basalité et en bas un module 2 EDI permettant d'augmenter la visualisation du tissu choroïdien, de marquer son épaisseur, utile dans les diagnostics de pachychoroïde ou des amincissements choroïdiens, et de voir également chez ce patient par exemple l'aspect physiologique d'un vitré avec une bourse séreuse prémaculaire chez un jeune patient dont le décollement du vitré n'est pas réalisé. Les images permettent de diagnostiquer des décollements postérieurs du vitré physiologiques. En haut, absence de décollement vitréomaculaire. Au milieu, une amorce de décollement temporal et nasal de la hyaloïde postérieure. Et en bas, un décollement postérieur du vitré incomplet. Il persiste encore une attache papillaire. Et ces états sont des états de libération de l'adhésion totalement physiologiques. Lorsque vous avez, chez certains patients, une adhérence pathologique qui se produit au niveau de la fovea, vous verrez l'apparition d'un pseudokyste qui définit anciennement les trous maculaires de stade 1A, non chirurgicaux, et lorsque l'évolution se fait vers un effondrement du mur externe de la fovea, c'est donc là clairement un trou maculaire de stade 1B, potentiellement chirurgical, qui peut évoluer vers l'ouverture du toit du pseudokyste, réalisant un trou maculaire de stade 2, et enfin un trou maculaire de stade 3 où l'adhérence vitréomaculaire est donc complète avec encore persistance d'une attache papillaire. Parfois, il existe une hyperréflectivité à la surface de ce trou maculaire, sur ses berges, témoignant de l'existence d'une contraction tangentielle membranaire. On connaît l'intérêt de l'OCT pour diagnostiquer, pour préciser le diamètre du trou, et on sait que plus le trou est grand, plus le pronostic est mauvais. Et on porte aussi un intérêt au Macular Hole Index. Autrement dit, plus le trou est petit, plus les berges sont soulevées et hautes et kystiques, meilleur est le pronostic. Alors, rappelons que les trous maculaires sont des micro-trous lorsque le diamètre est inférieur à 100 micromètres. On peut les surveiller car ils peuvent se fermer tout seuls. Et ils sont considérés comme larges désormais lorsqu'ils sont supérieurs à 400 voire 500 microns. On regardera également l'aspect des photorécepteurs et de l'épiderme pigmentaire. Dans ce cas, vous voyez que la ligne ISOS s'interrompt au niveau de la flèche rouge. Il y a une atrophie des photorécepteurs et le pronostic fonctionnel, même si ce trou sera fermé, est probablement moins bon qu'un trou maculaire à berge bien soulevée, avec visualisation de la limitante externe et de la ligne des photorécepteurs, également sur la partie postérieure des berges du trou maculaire soulevé. Un trou maculaire post-traumatique, l'imagerie multimodale nous donne une photo couleur de bonne qualité, un trou maculaire avec en autofluorescence une altération profonde post-traumatique des photorécepteurs. Et vous voyez cet aspect non soulevé, très large de ce trou maculaire, qui doit faire en théorie récuser toute indication chirurgicale, car le pronostic fonctionnel est nul, même si nous arrivions à fermer ce trou maculaire. L'aspect post-opératoire décrit, il est assez commun d'observer dans les semaines qui suivent la fermeture du trou un aspect de fermeture incomplète du segment des couches profondes, avec un aspect d'interruption de la ligne des photorécepteurs qui n'est pas spécifique de cette pathologie tractionnelle opérée, qui peut aussi se rencontrer dans des phototraumatismes maculaires, par exemple. Et puis cet aspect va finalement se combler pour, à 1 an de l'intervention, permettre un retour quasi à la normale du profil maculaire et une amélioration de l'acuité visuelle. Les trous lamellaires sont à distinguer des vrais trous maculaires. Ils sont très rarement chirurgicaux. Voilà un trou maculaire qui a été opéré chez un patient qui se plaignait de métamorphopsie, et finalement l'acuité visuelle est restée stable, permettant tout au moins de limiter la dégradation anatomique d'un trou lamellaire. En matière de membrane épimaculaire, et souvenons-nous que nous avons une modification constante
des épaisseurs rétiniennes qui sont augmentées et on a une diminution quasi constante de l'épaisseur maculaire après l'intervention. L'épaisseur maculaire préopératoire n'étant pas corrélée à l'acuité visuelle initiale. Il est à noter qu'une irrégularité de la couche des fibres optiques péripapillaires témoigne de l'ablation de la limitante interne associée au pelage de membrane épirétinienne. Cet aspect peut être à l'origine de microscotomes. Voici ici, grâce au Spectralis OCT de très grande résolution, une imagerie pré- et post-opératoire d'une membrane. Nous voyons un aspect, une diminution modérée de l'épaisseur rétinienne centrale et malgré tout une très nette amélioration de la fonction visuelle. Les pseudo-trous maculaires au fond d'œil sont considérés comme des trous qui sont souvent ovoïdes et qui traduisent l'existence d'une membrane épirétinienne. Le Spectralis nous donne une information très nette sur l'existence d'une membrane dont la dynamique tractionnelle est tangentielle centripète. Les tractions vitromaculaires peuvent avoir différents aspects. Souvent, donc la hyaloïde postérieure n'est pas décollée du plan rétinien postérieur. Il existe très souvent une membrane épirétinienne associée. Et dans ce cas, un patient qui est passé en quelques mois de 8/10 à 4/10, l'examen Spectralis permet d'authentifier une dégradation des couches postérieures avec un petit décollement séreux rétrofovéal qui traduit, qui explique clairement la modification de la baisse d'acuité visuelle. L'aspect post-opératoire de ces tractions est également de manière assez séduisante documenté par l'outil Spectralis. La pathologie du myope forte est incontournablement diagnostiquée grâce à l'OCT. Voici un rétinoschisis du myope. Le fond d'œil ne montre pas d'anomalie si c'était une choroïdose et un staphylome, peut-être quelques ruptures de la bouche, mais c'est l'OCT qui permettra de visualiser ce clivage intrarétinien interne ou externe, et dans ce cas-là, de mettre en évidence un petit néovaisseau du myope fibreux inactif associé. Ces néovaisseaux, ces rétinoschisis peuvent prendre l'aspect d'un pseudo-trou, d'un trou lamellaire, de condensation hypereffective pré-rétinienne que l'on voit, qui traduisent la persistance de hyalocytes à la surface de la macula. Et dans certains cas, le décollement de rétine du pôle postérieur peut suivre l'évolution de ce rétinoschisis. Ici, il n'y a pas d'ouverture dans le neuroépithélium et l'intervention chirurgicale permettra, élégamment documentée par le Spectralis, une réapplication de ce décollement de rétine non rétinogène. Il existe des situations où l'évolution est spontanément favorable, un rétinoschisis sur un œil amblyope profond, jamais opéré, qui a été surveillé pendant 2 ans. Et c'est la réalisation spontanée du décollement postérieur du vitré qui a permis de lever les tractions postéro-antérieures et de réappliquer ce décollement séreux maculaire. Voici un cas de décollement de rétine du myope fort alimenté par un micro-trou, non pas maculaire, mais paravasculaire, près de l'arcade vasculaire temporale supérieure. Le scanning en coupe très fine grâce au Spectralis HRA a permis de documenter l'existence d'un petit trou paravasculaire à l'origine de ce décollement. Il est important de pouvoir le visualiser car en péropératoire, il sera d'autant plus facile de retrouver le trou s'il avait été bien documenté avant l'intervention grâce à l'outil OCT. Et vous voyez que lors de la réapplication chirurgicale de ce décollement du pôle postérieur, l'OCT péropératoire permet également de retrouver ce trou qui permettra d'être facilement localisé et barré au laser. L'aspect post-opératoire classique d'une atrophie maculaire, mais une rétine réappliquée. Sachez qu'il faut reconnaître en diagnostic différentiel des rétinoschisis l'existence d'une pathologie congénitale du nerf optique, ici une fossette colomomateuse temporale unique à l'origine d'un rétinoschisis interne interpapillomaculaire et qui peut éventuellement être chirurgical s'il devait persister ou s'aggraver. Enfin, les hématomes sous-maculaires sont également chirurgicaux. Nous n'opérons que les hémorragies sous-rétiniennes. Et dans ces cas, le Spectralis permet de documenter la localisation de l'hémorragie, de la préciser. Est-elle sous-rétinienne, sous l'épithélium pigmentaire? Nous n'opérons que les hémorragies, principalement sous-rétiniennes. Voici en bas un patient non opéré, cette fibrose cicatricielle. Et voici ici un cas opéré avec un pneumodéplacement maculaire hémorragique.
Donc, pour conclure, nous avons ici un outil multimodal en géographie, fluo, ICG, des autofluorescences, un OCT BESCAN, CESCAN, une angiofluo, pour un panel diagnostique de pathologies très variées, à la fois médicales et chirurgicales. Et nous remercions le laboratoire Sanotech pour leur invitation. Merci beaucoup.